C'est le moment de briller. C'est le moment de briller. Tout commence par un évier qui brille. La cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage et le lavage. C'est vraiment de l'esclavage. C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale. Please love by giving and taking. Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Depuis maintenant 2 ans, je partage sur les ondes cette émission de radio qui donne des outils et une certaine philosophie pour faire diminuer sa charge mentale, retrouver du temps pour soi, mais surtout retrouver de la confiance, de la bienveillance et de l'amour, à commencer par l'amour de soi. Je partage, entre autres, la méthode de Fly Lady, une américaine, auteure du livre Entretien avec mon évier. Dans cette 2e saison qui s'achève, j'ai glissé petit à petit des notions qui me sont propres, des notions de femme, cyclique et engagée, mais aussi des raisonnements sur l'application de la méthode dans notre environnement. Et aussi des questions sur le patriarcat ou sur la recherche du bonheur. Nous avons entendu Gaël Baldassari parler des cycles menstruels, Cédric Rostin lutter contre le patriarcat, Julien Perron et Juliette Cerceau parler des émotions, du bonheur et de l'intérêt des routines. Ce qui me différencie donc de la méthode de Fly Lady, c'est que je suis une fervente défendeuse des droits des femmes et je suis sensible à la cause écologique. Et pour cette fin de saison, j'ai la joie d'avoir une invitée qui a énormément de choses à dire sur ces sujets de femmes et d'écologie. Je reçois Jeanne Burgard-Goutal, un visage important en France de l'écoféminisme. Bonjour Jeanne. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes philosophe. Vous enseignez d'ailleurs cette matière à Marseille et vous êtes aussi autrice de 2 livres, bientôt 3, dont on va parler un peu plus tard. Mais vous ne vous occupez pas que de faire travailler l'esprit sur des bancs de classe, vous enseignez aussi le yoga qui peut être considéré comme un art de vivre, comme une philosophie pour le corps et l'esprit. Est-ce que c'est un résumé qui vous met trop d'étiquettes ou est-ce que cela sonne juste pour vous ? Non, en tout cas, pour l'instant, ça peut être résumé comme ça. Alors, pour l'instant, j'enseigne que la philosophie du yoga. D'accord. J'enseigne pas encore la pratique posturale, mais tout ça est en train de prendre forme. C'est un bon résumé. Merci. Ce qui permet de mettre l'accent sur le fait que le yoga n'est pas qu'une question de posture. Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à découvrir, même si je viens de la philo. Mais en fait, les postures, c'est récent dans le yoga et c'est absolument pas l'essentiel de cet art de vivre, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, il y a un des piliers du yoga qui va grandement me concerner puisqu'il parle de ménage. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors en fait, dans le yoga classique, qui est défini dans un texte qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali, un texte de l'Antiquité, ça définit les 8 piliers du yoga. Alors la posture, c'est un des 8 piliers. C'est le plus connu aujourd'hui, mais en fait, les autres sont aussi importants, voire plus importants. Et les 2 premiers sont des règles de vie. Des règles à l'égard des autres, qui s'appellent les 5 yamas, et des règles vis-à-vis de soi-même, qui s'appellent les 5 niyamas. Et le premier de ces 5 niyamas, donc règles vis-à-vis de soi pour une vie bonne, c'est Shaosha. En sanskrit, ça veut dire la propreté ou la pureté, la purification. Et donc, c'est la notion que pour s'acheminer vers une vie bonne, voire une vie sacrée, un des tout premiers piliers, c'est la propreté physique, mentale et le fait de créer en soi et autour de soi un environnement qui soit propre, qui soit ordonné, qui soit une sorte de mini-cosmos propice à une certaine pureté. Et ça commence pas forcément par l'évier. Alors, dans les Yoga Sutras, Patanjali, effectivement, ne parle pas d'évier. C'est plutôt des disciplines bon, j'aime pas trop le terme de purification, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la pensée indienne, de purification physique et mentale, donc d'hygiène physique et d'hygiène mentale. Mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand j'étais en Inde, et je sais pas dans quelle mesure c'est lié, mais c'est que tous les matins, alors c'est en particulier les femmes, dans ce que je pouvais observer, briquent, astiquent, nettoient même dehors devant leur maison, et que ça donne l'impression que c'est un commencement rituel de la journée, que c'est pas juste une activité terre à terre, mais que ça a vraiment un sens dans l'idée de créer et recréer quotidiennement un univers où il fait bon vivre.
Alors, vous avez dit le mot chat au chat, ça tombe bien, on va parler de chat. Parce que c'est un chat qui m'a emmené à vous et une amie, Anna, avec qui je partage une autre émission qui s'appelle Les culottés en savent. Et Anna, un jour, m'a envoyé un SMS, elle m'a dit « Il est là ton message, Alexandra !» Et elle avait pris en photo un chat qu'elle a pris du livre que vous avez écrit, un roman graphique qui a été illustré par Aurore Chapon, qui s'appelle Resisters. Et ce chat donne un message que je serais honorée d'entendre de votre voix. Oui, alors je vais vous lire ce passage. Donc c'est le chat Archimède, qui est effectivement un personnage important du roman graphique, il y a un chat qui parle. Et donc il y a un moment, sur une double page très joliment illustrée par Aurore, la dessinatrice, dit « Pour nous les chats, ronronner avec ses petits contre-soi, c'est ça la vie, non ? En tout cas, c'est mon avis. Mais apparemment, leur majesté les humains voient les choses autrement. D'après ce livre, ils mépriseraient les tâches nécessaires à la vie biologique. Nourrir, laver, ranger, habiller, réparer. C'est une obsession chez eux de s'en débarrasser, au point que c'est sur cette base que se serait construit leur rapport de pouvoir. Dès l'Antiquité, certains malins se sont débrouillés pour refiler ce sale boulot, entre guillemets, aux autres, à des esclaves ou à des femmes. Les humains mépriseraient les tâches domestiques à la vie biologique. Vous êtes philosophe, donc je pense que vous avez largement de quoi nous parler de tout cela, mais vous n'avez pas 4 heures comme une épreuve de philo. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en quelques mots ? En fait, c'est quelque chose, par exemple, qui est analysé beaucoup par Hannah Arendt, qui montre que dans l'Antiquité, une des premières bases de la répartition des tâches et du travail est liée au dualisme entre le corps et l'esprit, et à l'idée que ce qui relève de l'esprit et des activités intellectuelles et spirituelles serait supérieur à ce qui relève du corps, du monde physique et de la survie. Et donc sur cette base-là, c'est une des justifications de l'esclavage dans l'Antiquité grecque, de dire les hommes libres, les citoyens, sont toutes ces tâches matérielles qui sont nécessaires à notre survie en tant que mammifères, en tant qu'animaux incarnés dans un corps de besoin, tout ça c'est indigne. Et donc les hommes libres ne s'en occupaient pas et c'était les esclaves et les femmes qui se chargeaient de ces tâches. Donc c'est vraiment... Ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est la base de toute une construction politique et sociale, et c'est vraiment lié à tout un rapport à notre animalité, à notre dimension naturelle, qui crée après une civilisation qui se déconnecte de plus en plus de cet aspect-là de la vie, jusqu'à la détruire autour de soi. Et est-ce que ce serait un trop rapide raccourci de penser que ces différentes raisons sont liées ou ont entraîné le patriarcat, le capitalisme et la destruction de l'environnement ? Alors, c'est dit comme ça, c'est effectivement très raccourci, mais c'est une des théories des écoféministes, de montrer en fait en quoi tout ça s'est noué avec des relations qui ont été faites entre ces oppositions et ces hiérarchies de valeurs, corps, esprit, esclave, homme libre, et aussi féminin, masculin. Donc là, ça serait, voilà, effectivement, je n'ai pas 4 heures, donc je ne peux pas prendre le temps de justifier, mais c'est ça, une des aspects passionnants de la pensée écoféministe, c'est de montrer comment le patriarcat, la répartition du travail, une construction politique fondée sur la domination et l'économie capitaliste sont complètement noués avec des sortes de cercles vicieux qui se renforcent au cours du temps. Si on veut en savoir plus, on peut lire des livres écoféministes qui vous ont nourri pendant 8 ans et vous en avez fait un essai qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique », sorti en 2020 chez L'Échappée. J'aurais aimé discuter très longtemps, mais nous avons qu'une émission de 12 minutes, donc on fait comme on peut et vous avez choisi un titre de musique qui est très intéressant. Nous allons l'écouter. Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. Llévame hacia el río,
sácame toda la ansiedad. No me dejes sola, quiero más agua y saca la pena de mi memoria. Del cielo cae agua, lluvia poderosa. On vient d'entendre Agua de la Chica. C'était votre choix musical. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors bon, déjà c'est un morceau que j'adore, que je trouve magnifique tout simplement. Quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, ça m'est paru évident puisque les paroles, si on les traduit, demandent à l'eau de nous laver notre mémoire, nous laver de nos souvenirs, de nos blessures, laver notre esprit. Et donc dans le thème de l'évier qui brille et du coup toute la symbolique très forte et très thérapeutique qu'il y a autour de cette démarche, ça m'a paru tout à fait pertinent. Et merci pour cette découverte. Moi, je ne connaissais pas du tout cette artiste. Elle a écrit à la suite du décès de son frère. Et effectivement, elle dit que c'est une prière pour l'eau, pour enlever les peines et la tristesse. Du coup, il y a aussi, pour moi, la découverte de la purification, même si c'est un mot que vous soulevez, sur les émotions. Et dans cette méthode, on a aussi beaucoup parlé d'émotions. Vous avez écouté mes émissions. Merci beaucoup. On a pu en échanger en privé. Je suis touchée et j'ai quand même cette année l'envie de travailler sur le thème de l'encombrement. Quand je vous dis encombrement, à quoi ça vous fait penser directement ? Alors, au yoga, mais en ce moment, un peu tout me fait penser au yoga. C'est un peu Vous êtes en train d'écrire un livre dessus, non, il me semble ? Oui, voilà, exactement. Et puis de pratiquer de plus en plus, de me reformer à d'autres lignées, etc. Et dans le yoga, un des grands apprentissages, celui du désencombrement et même du vide. On pratique par exemple les suspensions de souffle poumon vide. Et on approche beaucoup le 5e élément qui est l'espace, c'est-à-dire le vide. Et souvent, en tant qu'occidentaux, c'est un truc qui est très angoissant au début. On aime que tout soit rempli, un agenda rempli, un frigo rempli, une liste d'amis remplie. Et au final, avec ces pratiques de yoga, d'approcher le vide et de se désencombrer, on apprivoise un nouveau rapport au réel avec beaucoup plus d'espace et de liberté. Mais c'est une voie difficile. Merci Jeanne Burgard-Goutal pour ce partage très philosophique autour des sujets essentiels. Le bonheur, être chez soi, les inégalités hommes-femmes, on les a vraiment rapidement soulevées. Si vous avez aimé cette émission, tant mieux, faites-nous le savoir, écrivez-moi. Vous pouvez trouver mes contacts sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. L'émission s'appelle « C'est le moment de briller ». Nous avons eu aujourd'hui une conversation pour le moins philosophique, une conversation qui va du bas vers le haut, ou l'inverse, le genre de conversation essentielle, mais qui s'équilibre avec des actions plus horizontales, des actions terre à terre, comme faire briller un évier. Et oui, parce que dans cette émission, on ne se quitte jamais sans se rappeler que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine.